Patrick Pilcer, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous sur Tandem TV à l'occasion de la sortie de votre ouvrage Ici et maintenant, une lecture républicaine de la Torah. Vous êtes ingénieur civil diplômé des Ponts et Chaussées, membre de la Société française des analystes financiers, également président de Vaincre le cancer et vice-président de la Fédération de Paris du Parti radical. Et pourtant, c'est dans un tout autre domaine que vous avez choisi de consacrer votre ouvrage. J'ai d'abord envie de vous demander: qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre le commentaire de la Torah et de ses cas 54 parachiotes, et à qui s'adresse votre livre? Eh bien, merci tout d'abord pour votre invitation. Merci pour cette opportunité de m'adresser à tous vos abonnés et de présenter ce livre qui est 1 an de travail. Donc, c'est un bébé qui est en train de naître. Alors, moi, je viens d'une famille juive laïque. Je suis attaché à une démarche scientifique et rationaliste. Mais pour autant, j'ai toujours étudié les textes de la littérature, les textes de la philosophie, et aussi, bien sûr, les textes bibliques. C'est un besoin naturel, en fait, d'étudier, d'approfondir, de questionner les textes. Je suis un peu un cherchant de tous les instants, tout en étant humblement qu'un apprenti sage. Mais à un moment, étudier ne suffit plus. Il faut passer à l'étape suivante, transmettre, faire profiter nos proches des quelques vérités que nous avons acquises, entreaperçues. Étudier permet de s'améliorer. Transmettre permet aux proches, aux autres, à son prochain, de trouver leur propre voie d'amélioration. Et par capillarité, on améliore la société tout entière. Et c'est là véritablement mon but. La lecture que je propose, sans jamais chercher à l'imposer, s'adresse ainsi à tout le monde, sachant comme non sachant, juif comme non juif. Il n'y a qu'un seul prérequis, le désir de comprendre. Et ce désir, il est universel. Écrire ce livre était une façon, en fait, de transmettre et d'éclairer d'abord mes proches aujourd'hui, leurs enfants demain, leurs petits-enfants après-demain, mais surtout chaque personne en quête de sens. Cette lecture, un peu originale, a plu à mes proches et à mes amis. Elle a plu à mon éditeur, David Reinhardt, que je remercie ici. Et j'espère qu'elle plaira à un grand nombre de vos lecteurs, un grand nombre de vos abonnés, quel que soit leur parcours de vie. Alors effectivement, c'est une lecture qui est assez originale puisque on part du texte, de la Torah, des parachiotes. Il y a beaucoup de rapprochements avec le monde moderne. Il y a des emprunts avec de la littérature, avec des philosophes, avec de l'analyse psychanalytique. Ce qui est intriguant, et j'ai envie de vous demander pourquoi ce titre Ici et maintenant. Il y a, en fait, à chaque fois que je lis la Torah, pour chaque paracha, pour chaque chapitre, pour chaque verset, j'essaie de me demander, au fond, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique pour moi, aujourd'hui et maintenant? Le livre transmis par Moïse n'est pas pour moi un livre historique, ce n'est pas une œuvre datée, ce n'est pas une autobiographie. J'essaie d'y voir les enseignements pour chaque étape de ma vie, pour chaque moment. Ce qui compte, c'est finalement ce que ce texte m'enseigne, ici et maintenant, aujourd'hui. Quelles clés il me donne pour améliorer, pour m'améliorer aujourd'hui, pour améliorer la société dans laquelle je vis, et à moi de transmettre, non pas quand je serai vieux, mais ici et maintenant. Ah, effectivement, et vous faites systématiquement des rapprochements entre chaque paracha et le monde moderne, notamment à travers les souffrances du peuple juif, mais pas que. Quelle méthodologie vous avez utilisée pour l'étude et le commentaire de ces parachiotes? En méthodologie, c'est un grand mot. Ma méthode d'écriture, plutôt, a été en fait assez constante. Il s'agissait de lire, de relire, de digérer chaque chapitre, guidé par la lecture des commentaires de Rachi, de Maïmonide, mais aussi de commentateurs contemporains comme le grand rabbin Jonathan Sacks, grand rabbin dans l'ancien grand rabbin d'Angleterre, et aussi à l'aide de ma propre expérience. Ensuite, il s'agissait de refermer le livre, de fermer les yeux, de réfléchir au moment présent, de voir comment faire entrer en fait en résonance le texte et les problèmes contemporains, de proposer une lecture qui soit à la fois atemporelle et ancrée dans la République française, dans les problèmes qui sont les nôtres, armée des valeurs et des principes de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Alors, laïcité, on en reparlera parce qu'effectivement, c'est un mot qui parle beaucoup, d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à expliquer aux Israéliens parce que c'est quelque chose évidemment qui est vraiment très français.
Est-ce que à travers toutes ces parachutes, il y en a une qui vous touche particulièrement? Alors, bien sûr, comme la plupart des gens qui ont fait leur bar ou bat mitzvah, la paracha de bar mitzvah, Lech Lecha, me parle plus particulièrement. Lech Lecha, c'est va pour toi. C'est la paracha où Abraham, qui n'est pas encore Abraham, largue les amarres. Il quitte sa vie, en fait, de bourgeois bien établi, de fils de bourgeois bien établi. Il renverse les idoles et il part pour ce qui deviendra la terre d'Israël. Bien sûr aussi les parachiotes de mes deux fils. Chez l'Arlera, pour l'aîné, la paracha des 12 explorateurs, avec 10 qui confondent explorer et s'égarer, qui est la même racine dans le mot hébreu, et des explorateurs qui ont peur en fait de prendre le moindre risque, qui veulent rester dans leur confort. Et les deux autres, Josué et Caleb, qui analysent avec objectivité la situation et décident en fonction. On a là, en fait, avec Josué et Caleb, une vraie démarche de leader politique ou de chef d'entreprise. Bien sûr aussi la paracha de mon puits-né, Bereshit, celle par qui tout commence, celle qui pose les fondations essentielles de l'humanité, la fraternité, comme la responsabilité envers l'autre. Bereshit, c'est aussi le nom du premier des 5 livres de la Torah, et c'est véritablement le livre de la fraternité. Cela commence par un fratricide, le meurtre de Caïn sur Abel, mais cela finit par une fraternité restaurée, avec les fils de Jacob autour de Joseph. Ses frères avaient pourtant vendu Joseph, mais ils avaient su faire le chemin vers le pardon. Et Joseph, lui, avait su pardonner. Les enfants de Jacob ont su réparer, ils ont su se réparer. Alors, je vous remercie. Ce qui est très intéressant dans l'ouvrage que vous avez écrit, c'est qu'il peut s'adresser à un public très large parce que à la fois, chaque commentaire débute par un petit résumé de quelques lignes de la paracha. Ensuite, il y a votre analyse, encore une fois, avec des emprunts du Midrash, de Rachi, et d'autres perspectives. Donc aussi bien des érudits que des gens qui veulent une première approche de la Torah peuvent, largement trouver de quoi se satisfaire. Maintenant, j'ai envie de vous demander quels enseignements de la Torah on peut appliquer à l'époque moderne et est-ce que vous voyez un fil conducteur à travers les 54 parachutes? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait des emprunts à Rachi, à Maïmonide, mais aussi à Victor Hugo ou à Nino Ferrer, Apollinaire, c'est un Apollinaire, spectre qui est absolument. très, très large, non, effectivement. Oui, oui. Mais ce que nous enseigne, en fait, au bout du bout, la Torah, c'est finalement comment faire société, comment assumer nos responsabilités envers les autres, envers son prochain. La Torah est toujours, en fait, très actuelle quand on y cherche l'éthique de la responsabilité qu'elle nous propose. Une éthique qui prend corps dans le verset central de la Torah, celui qui est au milieu du troisième livre, le Lévitique, le livre au milieu du milieu en somme. Et qui dit-on? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout est dit, tout est là dans ce verset central. En adoptant cette éthique, dont l'enseignement est le fil conducteur de la Torah, on crée en fait les bases du vivre ensemble. On fait avancer l'humanité sur le long chemin de la responsabilité individuelle dans le collectif, de la responsabilité collective aussi, dans la recherche de justice sociale également. Nous avons là des thèmes très actuels dans la France d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et dans la France d'aujourd'hui plus particulièrement pour nous aider à refaire nation. Alors, on sait que dans la Torah, il y a le récit qui a un rôle très important. On le retrouve particulièrement dans le premier livre, Béréchit, et c'est vrai que les commentaires que vous faites sur le premier livre sont un peu plus longs que sur les autres parce qu'il se passe énormément d'événements, notamment des événements fondateurs. Maintenant, quel est selon vous le rôle du récit dans la transmission du message divin ou qu'on pourrait dire ce message éthique? Le récit, comme tout récit, en fait, il permet de créer des émotions. Et ces émotions, elles permettent de donner chair à l'idée. Le récit permet de mieux faire comprendre l'idée, en fait. Et le récit de la Torah traverse les siècles justement parce que les personnages que les histoires de la Bible nous proposent, en fait, ces personnages nous ressemblent beaucoup, en fait. Alors, quel message fondamental aimeriez-vous que vos lecteurs retiennent après la lecture de vos commentaires? Un message humaniste avant tout, bien sûr, un message solidariste, un message du take care, en fait. Beaucoup de religions utilisent le mot charité en lui faisant perdre son sens profond. Et on comprend mieux un mot en le traduisant dans d'autres langues. Charité, ça vient de caritas,
qui a donné care en anglais. Le tech care, c'est prendre soin de ceux qui nous entourent, comme de ceux, CEUX, qui nous entourent. C'est peut-être là le chemin, le message de la Torah que j'essaye de faire passer. Acceptons notre responsabilité, acceptons de prendre soin de ceux qui nous entourent. C'est peut-être la meilleure façon de réparer notre monde. Le fameux tikkun olam que j'évoque en filigrane, en leitmotiv, tout au long de ce livre. Oui, tout à fait, j'allais vous dire, ça c'est une notion qu'on retrouve beaucoup. Il y a cette phrase du Lévitique: «Aime ton prochain comme toi-même». Vous faites, également une analyse assez profonde de la loi du talion, dont on a les détails, mais l'analyse avec, cette idée de justice en vérité à travers, avant tout, cette idée de loi du talion. Maintenant, il y a un point qui m'a intrigué puisque dans la paracha Noach, dans le commentaire que vous faites avec la tour de Babel, vous voyez dans, cette idée des langues, une chance d'ouverture culturelle, une chance de différence et pourtant, beaucoup ont l'impression que cette différence est au cœur de nombreux conflits, en tout cas dans le monde à l'époque moderne. Alors, la différence, quand elle est vue comme une menace, peut générer un conflit. Mais si on approfondit, ce n'est pas tant la différence, mais la peur de l'autre qui crée la menace. Si nous considérons que la différence, loin de nous léser, nous enrichit, on peut surmonter notre peur, nos craintes. On peut valoriser la différence et nous rassembler, et faire en sorte que 1 plus 1 fasse au moins 2, mais surtout plus que 2. Dans l'épisode de la tour de Babel, le conflit vient de la pensée unique, du regard unique, qui empêche de voir le monde dans toute sa complexité, avec une vision à 360 degrés. Les gens ne parlaient qu'une seule langue, mais qu'on ne comprenaient pas le monde. Ils ne pouvaient le parfaire, en fait. Ils se voulaient bâtisseurs, mais ils ne comprenaient pas le plan de l'architecte. C'est alors que la diversité culturelle et linguistique est introduite. La Torah nous propose un cadre commun à l'intérieur duquel la diversité est une chance, une richesse. Et le plan de l'architecte passe par la diversité, par l'acceptation de l'autre parce que autre. Alors, il y a un autre point qui m'a intéressé dans le commentaire que vous faites de la paracha Vayechi, c'est cette idée que les prophètes peuvent prophétiser mais pas prédire, que cette différence est fondamentale et riche de sens. Et moi, le premier, quand on me demandait d'expliquer ce qu'est un prophète, j'expliquais le prophète est celui qui prédit l'avenir. Alors, c'est quoi cette différence entre prophétiser et prédire? Et la différence, en fait, elle est fondamentale. Le prophète, son but, c'est de nous éclairer. Il nous propose de réfléchir, de modifier nos comportements, de revenir sur le bon chemin, d'agir sur nous, de changer, de nous améliorer. En fait, le prophète, il veut que nous soyons acteurs, acteurs de nos vies, au sens où nous agissons sur nous et sur notre environnement. Le prédicateur, lui, au contraire, nous considère comme des êtres passifs. Il nous enferme dans ses prédictions. Il adopte une démarche déterministe où tout serait écrit. Le prophète, lui, il veut que nous changions l'écriture de notre histoire. Et c'est là une différence fondamentale. Alors, un autre point qui m'a intrigué, c'est dans le commentaire de Vayera où vous comparez le pharaon avec l'expérience de Milgram. Alors, l'expérience de Milgram, pour les plus jeunes en tout cas, parce que je pense que les autres connaissent cette expérience, et elle a été notamment été illustrée dans un film avec Yves Montand qui s'appelle I comme Icare. C'est cette expérience d'un chercheur américain qui fait croire à deux personnes, qui fait faire un test pour voir l'impact de la souffrance sur la mémorisation, et donc quelqu'un va envoyer des décharges électriques si la personne ne répond pas à une série de questions qu'il est censé, avoir appris auparavant, et en fait, celui qui reçoit les décharges est un acteur. Le but de l'expérience est de tester, jusqu'où quelqu'un peut infliger des souffrances à quelqu'un qu'il ne connaît pas, juste parce qu'une autorité lui dit de le faire et prend sur lui la responsabilité de le faire, si je schématise un peu l'expérience. Alors pourquoi Absolument. le pharaon et l'expérience de Milgram? Alors, quand on lit ce récit sur Pharaon, lors des 10 plaies de la sortie d'Égypte, on se demande comment il peut avoir un cœur aussi dur, comment il peut encore et encore endurcir son cœur. Et on peut se demander d'ailleurs la même chose sur les terroristes barbares du 7 octobre et ceux qui continuent à avoir encore 58 otages aujourd'hui. Et donc le comportement de Pharaon, il m'a fait penser en fait aux expériences développées que vous venez d'évoquer à l'université de Yale par Stanley Milgram, comme je l'explique dans mon livre. Et Pharaon, comme les sujets de l'expérience,
Ils peuvent décider en fait d'arrêter les souffrances qu'ils imposent aux autres ou de les amplifier. Ils disposent du libre arbitre. Mais ils continuent à faire mal, de plus en plus, jusqu'au point de non-retour. Mais c'est en fait un comportement humain. On est souvent aveugle. On ne voit pas les réalités. On ne voit pas le mal que l'on fait. On a du mal à prendre le recul nécessaire, à arrêter, à s'arrêter, à se sentir responsable. Et pourtant, nous avons chacun notre libre arbitre total. Nous pouvons tous être maîtres de nos comportements. On peut tous se maîtriser. La Torah, c'est aussi un enseignement de la responsabilité, de la compréhension et de la recherche de la maîtrise de soi. Alors, je reviens sur cette idée de lecture républicaine de la Torah. Dans la paracha Béchar, vous dites la devise de Béchar, ça pourrait être liberté, égalité, fraternité et réparation tikkun haolam. Et puis, vous parlez également souvent de laïcité. Donc, pourquoi cette lecture à travers les textes? Alors, il y a selon moi une parfaite résonance entre la Torah et les valeurs de la République. Dans Béhar, comme dans toute la Torah, je retiens que l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, doit être traité comme un homme, jamais comme un esclave. Que nous ne pouvons nous satisfaire d'un monde où 1% des habitants détiennent plus que les 99% restants. Et la paracha Béhar propose une remise à zéro des compteurs. Que l'on soit salarié ou grand propriétaire, que l'on ait beaucoup ou rien. C'est sûrement ce qui a inspiré d'ailleurs Léon Bourgeois, notre ancien président du Conseil en France, au moment de la Troisième République, prix Nobel de la paix, le chantre du solidarisme et de son pacte social. La Torah, comme la République, permet de créer un cadre commun qui permette l'émancipation de chacun, un cadre qui permet une réelle fraternité, où chacun, un cadre où chacun compte, où chacun se sente responsable de son prochain, où chacun travaille, œuvre à améliorer le monde qui nous entoure. Et la laïcité est l'un des principes qui permet ce vivre ensemble, qui permet l'organisation de ce cadre. Alors, dernière question sur votre ouvrage, quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans vos commentaires, notamment dans la paracha Balak, c'est cette idée d'intention dans l'action et quelque part le fait de dire que l'intention est plus importante que l'action ou en tout cas que le résultat de l'action. Vous prenez l'exemple de Pétain avec les lois sur le statut des Juifs qui allaient au-delà de ce qui était imposé par l'occupant nazi. Pourquoi est-ce que c'est vraiment l'intention qui doit être l'élément qu'on doit retenir? Alors, moi, j'aime bien lire et relire Emmanuel Kant. Et Kant, comme Husserl, ont dû adorer en fait la lecture de la Torah et plus particulièrement de cette paracha Balak. On y trouve en fait les prémices de leur philosophie de l'intention. On juge les actes en fonction des intentions. Quelqu'un qui prémédite un meurtre ne peut être jugé de la même façon que celui qui tue quelqu'un par accident. Surtout ici, Balaam, ce magicien embauché par Balak pour maudire le peuple hébreu, va au-delà de ce qui lui est demandé. Comme le traître Pétain, en fait, qui a été au-delà, bien au-delà de ce que même les nazis lui demandaient dans ses lois anti-juives. Mais il y a aussi une autre différence entre Abraham, Moïse et Balaam, ou entre les grands dirigeants et les traîtres comme Pétain. Abraham, comme Moïse, n'ont jamais demandé que le bien. Ils ont sollicité l'aide de Dieu pour le bien de leur peuple et des autres peuples, quand Balaam, lui, ne demande que le mal. Un grand dirigeant, il doit chercher le bien, il doit rechercher le bien. Son intention doit être entièrement tournée, concentrée sur la recherche du bien pour tout son peuple, pour tout son pays, pour tout le monde. Le traître Pétain et son régime de collaboration avec l'obscurantisme nazi n'ont cherché qu'à faire le mal, et honte à eux. À nous, ici et maintenant, de toujours savoir rejeter les Balaam et les Pétains d'aujourd'hui et de rechercher, de soutenir les grands dirigeants pour demain. Patrick Puissert, merci beaucoup. Je conseille à tout le monde la lecture de votre ouvrage qui est passionnant à travers ses commentaires, cette lecture républicaine et puis cette analyse qui emprunte énormément de choses, encore une fois, à la fois à la psychologie, à la philosophie, à la littérature. Un dernier mot peut-être, je vous laisse la parole puisque vous êtes président de Vaincre le cancer, puisqu'on est dans une période toute particulière par rapport à cette association. Mais merci parce que c'est le moment dans l'année fiscale française où les gens font leurs dons, en particulier les dons sur l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI. Et donc, si lorsque vos abonnés vont faire leur déclaration fiscale,
s'ils peuvent flécher leurs dons vers vaincre le cancer NRD, ben, ça permettra aux chercheurs de produire encore plus de recherches. Et la recherche d'aujourd'hui, ce sont les médicaments de demain, les médicaments d'après-demain aussi. Et l'argent des donateurs fait que demain, ça peut être aujourd'hui. Ben, je vous remercie pour cette possibilité de soutenir la recherche et nos efforts contre le cancer. Merci beaucoup à vous. À très bientôt, peut-être sur Tandem TV. Beaucoup de réussite pour la sortie de votre livre. Merci Merci Patrick beaucoup. Pilser.